Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors aujourd'hui on continue avec une petite tradition maintenant qui est en train de s'installer, c'est les questions-réponses. Je sais que ça convient à pas mal de personnes, donc voilà, au lieu de faire des réponses individuelles, je fais des réponses vidéo. Et pour moi ça m'épargne pas mal de travail de taper au clavier, je suis beaucoup plus à l'aise à parler devant une caméra que de taper sur un clavier. Ça me permet aussi d'être dehors et de vous offrir ces jolis sons d'oiseaux, je sais que vous y êtes sensibles, et d'apprécier un petit peu la douceur du matin. Alors aujourd'hui on va parler de pas mal de choses. Ah oui, alors déjà, je présente mes excuses, cette vidéo va certainement être tronquée dans sa mise en ligne, il y a un problème actuellement avec YouTube, et on n'arrive pas à mettre des vidéos de plus de 15 minutes en ligne, donc je suis obligé de la tronquer et elle risque d'être un petit peu longue. Aujourd'hui on va parler de masse grasse, de carnivorisme encore une fois, de graines de beauté, de crème solaire, de perte de cheveux, d'alimentation pour des enfants et d'intestin irritable. Donc c'est le programme un petit peu du jour. Alors je commence avec une question de Manon. Bonjour Thierry. Je me posais la question, tu as parlé dans une précédente vidéo du pourquoi, du comment prenait-on de la masse grasse. Mais l'effet inverse m'intéresserait. Comment et pourquoi en perd-on? Est-ce que perte de masse grasse va de pair avec détoxination? Merci d'avance. Alors Manon, ta question est très intéressante. Alors, comment et pourquoi perd-on de la masse grasse? Globalement, on perd de la masse grasse parce que on est en restriction calorique. C'est-à-dire que le corps pompe sur ses graisses pour produire des sucres. C'est ce qui se passe classiquement dans le jeûne. Donc comment perd-on de la masse grasse? Et bien simplement en réduisant son apport calorique, tout simplement. Alors c'est pas aussi simple. Effectivement, il y a la deuxième question qui est très intéressante. Est-ce que perte de masse grasse va de pair avec détoxination? Eh bien oui, obligatoirement. Il ne peut y avoir de détoxination sans perte de masse grasse à un moment ou à un autre. De toute façon, pour la bonne et simple raison que la plupart des toxines sont liposolubles et sont stockées donc dans les graisses. Donc s'il y a détoxination, c'est parce qu'il y aura perte de masse grasse, et s'il y a perte de masse grasse, cela signifie qu'il y a détoxination. L'un et l'autre vont de pair, et la plupart des gens qui ont fait une forme de détoxination ou une autre peuvent en témoigner. Le jeûne est la forme la plus extrême, et dans le jeûne, il y a effectivement perte de masse grasse. Vous savez ce qui se passe dans le jeûne. Phase 1 du jeûne, on épuise les quantités de sucre et de glycogène présents dans le sang et dans le foie et les muscles. Ensuite, eh bien, on passe, comme on dit, en lipolyse, c'est-à-dire qu'on commence à brûler les réserves de graisse du corps. Et au bout d'un moment, eh bien, on n'a plus de graisse à brûler, sinon des graisses vraiment physiologiques qui mettraient en danger le corps. Et là, on passe dans la phase 3 du jeûne, c'est-à-dire l'affamement. Et c'est vraiment à cette phase-là qu'il faut s'arrêter. C'est la phase extrême. C'est le retour de la vraie faim. C'est parce qu'on n'a plus de stock de graisse. Et c'est comme ça que des spécialistes du jeûne peuvent prévoir à quelques jours près, finalement, le moment où on va devoir stopper un jeûne en fonction de la diminution de masse grasse. Si elle est suivie, on peut savoir combien de temps une personne va pouvoir continuer ce jeûne-là sans mettre sa vie en péril, en ne perdant que de la masse grasse. Donc, comment et pourquoi en perd-on? Eh bien, en réduisant son apport calorique, on en perd aussi en modifiant son type d'aliment. Quand on fonctionne plus sur les sucres que sur les graisses, eh bien, on stocke moins de matière grasse parce que les sucres excédentaires sont utilisés majoritairement quand ils sont excédentaires pour d'abord produire de la chaleur par la thermogénèse, alors que les graisses excédentaires sont directement stockées sous forme de lipides. Bon, le but, c'est pas d'avoir des sucres ou des graisses excédentaires, c'est de manger la bonne quantité. Mais si on surmange d'un certain produit, si c'est du sucre, eh bien, il y a plus de chances que ça soit utilisé pour la thermogénèse, pour produire de la chaleur, ce qui arrive souvent quand on mange un petit peu beaucoup de dattes ou des aliments très concentrés, et donc que ça ne fasse pas prendre de la masse grasse. Et je peux le constater au quotidien, je peux vous le confirmer. J'ai une masse grasse très faible et pourtant je consomme beaucoup de fruits et de sucre particulièrement et avec grande joie. Je ne suis pas prêt d'arrêter. Ensuite, alors, une question de Ellie. Bonjour, un ami à moi m'a parlé de cette théorie, je viens vers vous pour savoir si vous la connaissez et ce que vous en pensez évidemment.
C'est une théorie selon laquelle notre cerveau se serait développé grâce à la cuisson de la viande qui la rendrait plus assimilable, ce qui aurait eu comme effet d'augmenter la taille du cerveau et de réduire la longueur des intestins. D'après lui, la digestion des végétaux requiert plus d'énergie métabolique résultant de la longueur du tube digestif pour assurer la digestion que pour la viande. Ce n'est pas très détaillé, mais je n'ai eu que le peu d'explications de mon ami. Alors, question très intéressante, et c'est un petit peu un serpent de mer là, qui revient régulièrement dans tous les milieux de la nutrition. On se serait développé grâce à la cuisson de la viande. Alors n'importe quel paléoanthropologue vous dira la chose suivante. Si l'homme est sorti des forêts, ce n'est absolument pas pour une question de ressources en animaux, c'est une question de sucre. C'est-à-dire que la densité humaine devenait trop importante par rapport à la fourniture de sucre disponible, de glucides disponibles, et que l'homme est sorti pour créer ce qu'on a appelé ensuite la culture. Et vous voyez bien que dans la culture, il y a eu d'abord tout ce qui était céréales, production de sucre pour l'hiver, quand l'homme a migré vers le nord. La chasse est restée très longtemps le moyen de se procurer de la viande. C'est-à-dire qu'on avait un petit peu de viande en petite quantité, un petit peu de produits animaux. Mais la chasse et l'élevage animal ne sont arrivés que bien après l'apparition de toutes les techniques agraires. Donc l'homme a d'abord commencé par chercher un apport de sucre. Et pourquoi est-ce qu'il a cherché par un apport de sucre? Bien, parce que ce qui permet d'augmenter la taille du cerveau, ce n'est pas un apport en protéines. Le cerveau n'est absolument pas dépendant de l'apport en protéines. Mais c'est la ration calorique, la densité calorique. Et la densité calorique, l'homme l'a trouvée dans un apport de sucre qui était évident dans la forêt, les fruits. Sauf qu'il y a eu un moment où la densité humaine devenant trop importante, l'homme a dû sortir des forêts, il ne trouvait plus de fruits, et c'est donc bien vers les céréales, vers les cultures de type pommes de terre, betteraves, surtout qu'il bougeait vers des contrées plus nordiques, qui s'est dirigé afin d'assurer toujours son apport en sucre. Il faut bien comprendre quand même que l'apport de viande, la viande, l'élevage déjà n'est que relativement récent dans l'histoire humaine par rapport à l'agriculture, qui elle-même est relativement récente, mais l'élevage est encore plus récent. Et même encore l'élevage était réduit quand même chez la plupart de la population à une portion congrue, et la part de viande au XVIIIe ou XIXe siècle, à part dans des élites de la population, dans la grande bourgeoisie ou plus, eh bien elle était très faible. C'est vraiment avec la Seconde Guerre mondiale qu'il y a eu un changement majeur. Fin de la Seconde Guerre mondiale, on a des industries d'armement qui produisent des produits chimiques qu'on doit recycler. Donc on invente tout le système de l'agriculture, le NPK, là, le nitrate, phosphate et potasse, qui va donc engraisser les champs. On produit énormément d'herbes, on recycle tous nos produits chimiques dont on ne sait que faire dans nos industries de guerre. On fait énormément d'herbes. Si on fait énormément d'herbes, on fait énormément, il faut bien utiliser cette herbe. Donc on fait énormément de vaches et d'ovins et de bovins. Et ces vaches, qu'est-ce qu'on en fait? On en boit le lait et on en mange la viande. Donc campagne massive, on fait du bourrage de crâne, on donne à boire du lait dans les écoles systématiquement. Disons que on a décidé de l'avenir de l'humain sur des critères économiques. C'est monstrueux, c'est simplement monstrueux. Ce n'est qu'une continuation du génocide monstrueux entamé pendant la Seconde Guerre mondiale, encore plus perfide parce que là il est étendu à l'échelle mondiale. Donc voilà, ce n'est certainement pas la viande qui a rendu le cerveau plus grand, ce sont les fruits. Et bon, pour quelle raison? Eh bien, déjà, regardez un petit peu dans la nature. Les animaux carnivores, comme le lion, strictement carnivore, comme le lion par exemple, ou des tas d'autres qui sont strictement carnivores, est-ce que ce sont ceux qui ont le plus gros cerveau? Absolument pas. Les animaux qui ont le plus gros cerveau sont les singes anthropoïdes, qui sont strictement frugivores. Pour la bonne et simple raison que poursuivre, attraper une proie et la manger, ne demande pas des capacités cognitives particulières. C'est vraiment de la pure réaction instinctive. Alors que repérer un fruit dans un arbre, ça demande à distinguer les couleurs. Repérer les arbres, ça demande à se souvenir des saisons et revenir de saison en saison. Ça développe réellement les capacités cognitives. Donc le cerveau n'a pu se développer que parce qu'il était sollicité, comme tout organe de l'organisme, et parce qu'il était bien nourri avec une ration calorique suffisante. Et c'est ce qui fait la différence entre les singes, les singes anthropoïdes
foliovores et frugivores. Les foliovores, qui mangent des feuilles donc principalement, ont une ration calorique inférieure et donc ne développent pas un cerveau aussi grand. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que dans la question tu dis, d'après lui, la digestion des végétaux requiert plus d'énergie métabolique résultant de la longueur du tube digestif pour assurer la digestion que pour la viande. Alors bon, ça déjà ça se discute, mais de toute façon, ce n'est pas les végétaux qui ont apporté le surplus de calories nécessaires pour construire ce fameux cerveau, ce sont les fruits. Je suis désolé, hein, je vais encore faire de la propagande pro-fruits, mais en plus l'effet le montre. Donc ce n'est pas simplement un goût, une lubie personnelle, mais c'est réellement ça. C'est réellement ça, le développement du cerveau humain. Il y a un livre de Tony Wright qui s'appelle Left in Darkness, qui est en anglais malheureusement. Tony Wright, ça s'écrit W-R-I-G-H-T, qui est absolument somptueux, qui montre de façon exemplaire, c'est un travail d'études universitaire de très longue haleine, qui montre de façon exemplaire comment les capacités cognitives de l'humain se sont développées grâce aux fruits, comment est-ce que, au travers d'une alimentation crudivore-frugivore, on peut redévelopper son cerveau et même accéder à certaines capacités extrasensorielles qui devraient être normales pour l'individu et qui ne le sont pas, parce que finalement on bride complètement notre cerveau avec une alimentation qui n'est pas adaptée. Tony Wright, Left in Darkness. Left, c'est la partie gauche du cerveau. Left in Darkness, c'est un jeu de mots en anglais pour les anglophones. Regardez où on en est. Ok, on va continuer, puis je couperai la vidéo en cours. Je vous présente mes excuses si on est toujours bridé à 15 minutes. Alors, ensuite, une question de Roseline. Bonjour, j'ai 20 ans et il y a 4 ans, j'ai été voir une dermatologue pour examiner mes grains de beauté. Et elle m'a dit qu'ayant une peau de rousse, si je ne me protégeais pas au maximum du soleil l'été, j'aurais un cancer de la peau très jeune. Depuis, pour moi, l'été est un enfer et je vis dans la peur à cette période. Je mets de l'écran total et pas question de m'exposer. Je reste à l'ombre. Je vois dans tes vidéos que d'après toi, le soleil ne peut que faire du bien. Pourrais-tu développer un peu plus ce point? Alors, l'exposition au soleil ne peut que faire du bien, absolument, puisque physiologiquement nous en avons besoin pour sécréter notre vitamine D et énormément d'autres processus régulateurs qui ont lieu dans le corps. L'homéostasie nécessite l'exposition au soleil. Nous sommes avant tout des gens qui étions à la base, l'humain est frugivore et nudiste. Aussi simple que ça. Il vit sous les tropiques, il vit nu et en mangeant des fruits. Il développe un bon cerveau et il reçoit tout le soleil qu'il veut. Le soleil sous des frondaisons aussi, plus ou moins, en étant dans la forêt. Alors ensuite, la question de l'exposition des peaux au soleil. Il y a des peaux plus ou moins sensibles. Alors, effectivement, une peau de brun va être moins sensible qu'une peau de personne rousse. Mais l'exposition se fait progressivement. S'il y a coup de soleil, parce que ça c'est une question qui revient très très souvent, je peux vous garantir qu'avec une alimentation totalement crudivore, un organisme détoxiné, qui commence en tout cas à être bien détoxiné, n'attrape jamais de coups de soleil. C'est aussi simple que ça, disparition totale des coups de soleil. C'est même un critère pour se rendre compte où en est notre détoxination. Si on continue à attraper des coups de soleil, c'est qu'il y a encore pas mal de toxines. Pourquoi ? Parce que finalement, qu'est-ce qu'un coup de soleil? C'est une inflammation et c'est une réaction du soleil sur des toxines qui sont présentes encore au niveau de la peau parce que le corps est en train de détoxiner. C'est aussi simple que ça. Tant que le corps détoxine, en phase de détoxination majeure, par exemple, si on s'expose au soleil, eh bien on va attraper des gros coups de soleil. Le coup de soleil, ce n'est qu'une inflammation. Présence de toxines à la surface de la peau, inflammation, activation par l'énergie solaire, et donc on attrape un coup de soleil. Donc les peaux rousses, moi ce que je conseillerais, c'est une exposition progressive. Je me souviens étant jeune avoir lu Vendredi ou les limbes du Pacifique, je crois que c'est le titre du livre, c'est de Michel Tournier de Souvenirs, où on explique comment Robinson Crusoe est arrivé sur son île. Au début, c'était quelqu'un de roux, Robinson Crusoe, et il se protège énormément, il garde la peau toute blanche, laiteuse, et puis un jour il comprend qu'il ne peut pas vivre comme ça, en se protégeant systématiquement, que ça devient totalement infernal. Et il s'expose progressivement, et il s'expose, et il habitue sa peau progressivement. Donc,
Est-ce que l'exposition au soleil provoque un cancer? Si elle est naturelle, cette exposition au soleil ne provoque pas, absolument pas, de cancer. Quand est-ce qu'elle peut être artificielle? Eh bien, si elle est forcée. Si elle est forcée et qu'elle dépasse les besoins instinctifs de l'individu. On sent tout à fait quand ça devient trop chaud sur la peau. On le sent parfaitement. Si on force à ce moment-là, alors là, effectivement, on peut développer des atteintes au niveau de la peau. Mais sinon, on ne développera absolument aucun cancer. Ce qui fait développer des cancers, ce sont les toxines endogènes et exogènes que l'on avale par l'alimentation, par l'air que nous respirons, par notre mode de vie. Mais ce n'est absolument pas le soleil, tant qu'il est dans des limites qui sont les limites physiologiques. Le problème, c'est qu'on ne respecte absolument pas les limites physiologiques. On se met des écrans, on se met des crèmes solaires, d'ailleurs, qui font effet de loupe, beaucoup, qui contiennent énormément de métaux lourds, c'est un véritable scandale. Même les crèmes solaires bio, même elles, je tique. Mais alors les non bio, c'est même pas la peine d'en parler, c'est de l'intoxication à tout crin. Vous tartinez avec des produits qui vont passer au travers de la peau, qui est une muqueuse extrêmement perméable. Ça veut dire que c'est le troisième rein, ça permet de faire sortir beaucoup de choses, ça permet de faire rentrer aussi beaucoup de choses. Les crèmes solaires non bio sont à fuir et à proscrire totalement. Pour les enfants, c'est encore plus monstrueux. Mais bon, toutes les crèmes solaires sont à éviter. Il y a une solution beaucoup plus simple. Manger des fruits, commencer à bien détoxiner, vous allez voir aucun coup de soleil, exposition progressive et surtout en respectant les besoins instinctifs. Le problème, c'est que les dermatos disent aux gens, ben voilà, il ne faut pas vous exposer ou il faut vous exposer 5 minutes par jour. Mais ça, c'est parce qu'on a complètement oublié que chacun de nous est le meilleur prescripteur pour lui-même. C'est aussi simple que ça. Moi, quand je m'expose au soleil, on se met au soleil. C'est très agréable, c'est chaud, je me love au soleil, je suis très très bien. Puis au bout d'un moment, je commence à sentir que ça chauffe, ça devient chaud. Et à ce moment-là, il faut arrêter l'exposition au soleil, c'est tout. Quand on a assez mangé, on le sent instinctivement. Quand on a été assez exposé au soleil, on le sent instinctivement. C'est aussi simple que ça, c'est même fabuleux. Alors, une question de Viviana concernant les cheveux. Il y a 9 ans, j'avais 19 ans, j'ai souffert un grand stress et alors j'ai perdu un grand volume de cheveux. Et aussi mes cheveux depuis sont devenus très très fins. Depuis, ça ne s'est pas amélioré. J'ai seulement accepté. Depuis août 2011, je suis crudivore, bien que parfois, très rarement, je remange un peu de pain avec du fromage, un peu de légumes cuits, pas par propre décision, mais par pression de ma mère qui a peur et me dérange, alors je lui fais plaisir pour pas qu'elle stresse quand on se voit. J'espère seulement que manger ces aliments pas très sains jusqu'occasionnellement soit pas néfaste pour mon corps. Enfin, le problème, c'est que depuis 3 semaines, je me rends compte que je perds plus de cheveux qu'avant quand je me douche. Ça me fait un peu de la peine. Peut-être que je devrais me couper les cheveux maintenant pour donner l'effet d'avoir plus de volume. Je pense que c'est mon corps qui est en train de se détoxiner et qu'après mes cheveux repousseront plus fort et sains. Peut-être il faudrait que je prenne confiance et garde patience. Sûrement d'ici 1 an, si je prends plus conscience de mon alimentation, les choses vont s'améliorer. Alors ensuite, je lui ai posé des questions sur son niveau de stress quotidien. Stress moyen, mais je ne m'en rends pas vraiment compte. Sans doute que mon corps garde plein de mémoire encore de tout ce stress du passé. Ouais, on va y revenir. Quelle quantité bois-tu? Environ 1,2 litre par jour. Urines-tu souvent? Combien de fois par jour? Et quelle couleur ont les urines? 4-6 fois par jour. Pas beaucoup. Facilement 1 litre par jour. Pas beaucoup du tout. D'un jaune orange le matin très chargé, donc ça c'est moi qui commente, puis très clair, transparent dans la journée. As-tu des cernes ou des marques bleues sous les yeux? Le matin j'ai parfois des cernes peu marquées mais qui disparaissent dans 1 heure. Donc bon voilà, quand on parle des cheveux, on parle des reins. Quand on parle des reins, faiblesse dans les cheveux, cheveux ternes, cheveux qui tombent, on parle des reins. Quand on parle des reins, on parle des glandes surrénales. Les glandes surrénales gouvernent l'action des reins. Et quand on parle des glandes surrénales, on parle de stress via l'hormone reine des glandes surrénales, c'est le cortisol. Enfin, il y a plusieurs hormones reines des surrénales. Je vous rappelle qu'en anglais, les surrénales, on les appelle les adrenal glands, donc les glandes adrénaline, parce qu'elles produisent aussi l'adrénaline. Mais les surrénales sont liées à tous les phénomènes de stress et nous sommes tous des fortement diminués au niveau des glandes surrénales. Il y a énormément d'entre nous qui devraient régénérer leurs glandes surrénales. Et c'est pour ça que j'y travaille, je vous l'avais dit, au travers de formules dans des plantes. Donc, je t'écris, il y a 9 ans, j'ai souffert un grand stress et j'ai alors perdu un grand volume de cheveux. Ben, c'est
c'est tout à fait normal, c'est la réaction en chaîne, stress, affaiblissement des glandes surrénales, affaiblissement de la fonction des reins et perte de cheveux. C'est tout à fait prévisible, c'est tout à fait logique. Alors, le problème c'est que depuis 3 semaines, ça recommence. Alors, ça recommence, qu'est-ce que je peux te proposer comme explication? Eh bien, j'en vois 3. Premièrement, comme tu le dis, et je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, la détoxination, elle est physiologique. On sort des toxines alimentaires, mais on sort toutes sortes de toxines. Le corps, nos cellules sont des formes pensées, autant que nos pensées sont des formes cellulaires. Et nos émotions, elles ont une incarnation dans nos cellules. Une émotion très forte, eh bien, ça crée quelque chose sur le plan matériel dans notre corps. Le docteur Hammer, avec ses scanners cérébraux, expliquait énormément de cancers au travers des chocs émotionnels et psychologiques. Et donc, il faut bien comprendre que, quand je vous l'ai dit, la détoxination, c'est tout ce qui est entré à un moment vous a rendu malade. Là, le stress, les émotions, le choc qui s'est passé il y a 9 ans a rendu malade et a fait partir les cheveux. Eh bien, il faut qu'elles ressortent, ces toxines. Et ces toxines, quand elles vont ressortir, eh bien, elles peuvent créer le même phénomène, voire pire. Et c'est bien tout ce qui est difficile dans la détoxination, souvent. C'est que finalement, on retrouve les mêmes phénomènes que ceux qu'on a vécu à l'origine, mais des fois même amplifiés. Donc tout ce qui est rentré doit ressortir, et souvent les phénomènes sont assez similaires. Donc ça, c'est un début d'explication. Elle va être multiple, l'explication. Ensuite, tu me parles que depuis août 2011, je suis crudivore, bien que parfois, très rarement, je remange un peu de pain avec du fromage, un peu de légumes cuits. Et tu mets entre parenthèses, pas par propre décision, mais par pression de ma mère qui a peur et me dérange, alors je lui fais plaisir pour pas qu'elle stresse quand on se voit. J'espère que seulement que manger ces aliments pas très sains juste occasionnellement ne soit pas néfaste pour mon corps. Alors, si c'est juste occasionnellement, je ne pense pas que ça soit néfaste pour ton corps, en tout cas que ça suffise à expliquer. Oui, mais non, en fait. Parce que ce que je pense qui est pas très sain, c'est pas tant le fait de manger du pain et du fromage, c'est de manger du pain et du fromage parce que la relation à ta mère semble problématique et facteur de stress pour toi. Donc c'est le facteur de stress. Si c'était pleinement accepté, à la limite, je dirais c'est pas très très grave. Mais là, visiblement, tu les consommes parce que tu sens un stress du côté de ta mère, donc ça te met en stress toi-même. Et tu ne veux pas la décevoir, tu veux simplifier la situation, tu dois être en état de tension quand tu le manges. Et c'est tout cet état de tension qui doit encore affaiblir un terrain des glandes surrénales qui était déjà affaibli. Donc c'est plutôt là-dessus, je veux dire, à la limite, travailler sur la pleine acceptation de ce moment. Tu dis, voilà, je vais voir ma mère, je me réjouis de voir ma maman. Ok, elle a son mode de fonctionnement, eh bien, je l'aime et j'estime que je peux faire un petit écart de temps en temps, c'est pas si grave. Je m'en remettrai et je fais ainsi. Et à ce moment-là, je pense que déjà, ça devrait un petit peu simplifier la situation. Donc, je me permets de penser que le stress continue et que ce genre de stress, alors, bien sûr, c'est un petit stress, on va dire, mais ajouté à un terrain déjà affaibli, ça peut déjà largement suffire. Donc, la pleine acceptation. Souvent, on a des événements dans la vie qui nous arrivent et ces événements, ils sont ni bons ni mauvais. C'est notre façon de les accueillir qui va faire qu'on va créer un facteur de stress ou pas. Donc déjà travailler sur la pleine acceptation de ce qui est, ça aide énormément et c'est vraiment un travail que je vous encouragerai, que je nous encouragerai parce que je ne suis pas plus avancé que tout le monde. Je trébuche moi aussi, que je nous encouragerai tous à faire. Et alors dernier point, eh bien globalement les reins, tu dis que tu urines 4 à 6 fois par jour. Hygiéniquement, c'est pas assez. Je parle souvent de 8 à 10 fois par jour. Le volume est faible, 1 litre, c'est pas énorme. Jaune, orangé le matin, ça prouve qu'il y a énormément de toxines qui sortent et que c'est très très concentré. Et très clair pendant la journée, ça veut dire que là, à ce moment-là, la filtration rénale ne se fait pas, la détoxination ne se fait plus. Parce que si c'est très clair, alors attention. Quand on dit très clair, si l'urine est regardée quand elle tombe dans les toilettes, on ne se rend pas compte de la couleur de l'urine. Si vous voulez vous rendre compte de la couleur de votre urine, urinez dans un gobelet transparent. Parce que dans les toilettes, on ne s'en rend pas compte. Je l'ai mesuré avec énormément de personnes qui me disaient j'ai des urines très très claires, quasiment blanches, transparentes. Je disais ok, urine dans un verre. Et elle me dit ah ben finalement elles sont jaune paille pendant la journée. Bon. Donc à vérifier ça. Mais là tout me porte à croire qu'il faudrait un petit peu aussi augmenter l'hydratation. Donc tout ça corrélé, phénomène de détoxination, comme tu dis, ben, patienter et persévérer.
et connaître et comprendre ce qui se passe. J'espère que je t'y aurai aidé. Ensuite, eh bien, travailler sur la pleine acceptation, particulièrement de cet événement qui peut être facteur de stress pour toi quand tu vas rencontrer ta mère, et se dire, voilà, je sais pourquoi j'y vais, et finalement j'accepte les contraintes, j'accepte les règles du jeu, avec reconnaissance, et je le vis bien. Et ensuite, augmenter l'hydratation. Et ça devrait déjà permettre pas mal de choses. Couper les cheveux aussi, ça peut stimuler un petit peu, mais attention, si tu les coupes alors que tes reins sont encore très très faibles, ils peuvent ne pas être suffisamment en vitalité pour régénérer les cheveux. Donc à vérifier, à surveiller, mais déjà en travaillant sur ces 3 facteurs, tu devrais avoir déjà une belle avancée. Ensuite, une question de Céline concernant les enfants. Enfin, je reprends un commentaire parce que Céline avait posé dans la dernière question-réponse, j'avais répondu pas mal sur la question de l'eczéma pour une petite fille, une question que me posait Céline. Et j'ai été revenu d'ailleurs 2 fois parce que j'ai la tête un petit peu dure. Et donc elle avait répondu dans un commentaire, et je l'avais noté parce que je pensais qu'on pouvait y revenir. 1000 merci, c'est exactement la réponse à mes questions. Donc je vais bien sûr faire un changement radical dans son alimentation et la soulager par tes conseils. Je te tiendrai au courant des résultats. Il y a une difficulté particulière, c'est qu'elle prenne du plaisir et ne se sente pas punie par cette nouvelle alimentation. Absolument, absolument, c'est l'évidence même. Si je ne lui donne pas de blé et que je respecte au maximum une cuisson très douce, est-il possible que je continue à lui donner du riz complet, sans beurre bien entendu, quelques fruits secs dont elle raffole, et également une galette de farine de riz ou de sarrasin si elle réclame avec du miel, du chocolat noir cru. Elle a un très petit appétit de toutes les manières et adore les crudités, donc c'est facile à 90%. Mais il reste 10% de frustration due au fait qu'elle n'a pas été habituée à cette alimentation et que je ne voudrais pas trop la brusquer en étant radicale et intransigeante. Exemple, elle est invitée à l'anniversaire de sa copine à Quick, hier, soda, gâteau, bonbons. Je ne trouve pas ça bien de lui interdire, comme tu dis, la santé est aussi le bonheur de partager des moments avec ses amis. Quelle attitude avoir avec ça? A priori, comme c'est une enfant intelligente, je vais essayer de lui faire comprendre les enjeux pour qu'elle fasse de l'autodiscipline. Non, autodiscipline sur un enfant, je crois pas. J'y crois vraiment pas du tout. Je l'expérimente parce qu'il y a un enfant qui est très proche de moi actuellement et qui me permet d'observer ça et d'apprendre énormément. D'ailleurs, j'espère pouvoir faire toute une série sur les enfants d'ici très peu, dès que j'ai le temps de me poser un petit peu. Mais alors, faire appel à l'autodiscipline d'un enfant, je pense que c'est peine perdue. C'est faire appel à une forme de raison, de calcul. L'enfant est très instinctif et fonctionne sur le plaisir, sur l'imitation et sur la joie. Donc faire appel à l'autodiscipline, je crois même que c'est délétère. Ça fait porter une culpabilité à l'enfant, une espèce de schizophrénie entre je fais bien, je fais mal. Je pense que c'est très dangereux. Donc je ne te le conseille pas. Bon, déjà tu me dis que c'est facile pour 90% et qu'il reste 10% de frustration. Alors franchement, déjà c'est exceptionnel, c'est excellent. Il faut apprendre aussi à être doux avec nous-mêmes et avec les autres. Tu me parles de riz complet, quelques fruits secs, une galette de farine de riz ou de sarrasin, c'est relativement anodin. Et pour un enfant, c'est, je dirais, c'est même quasiment inévitable. On vit dans un monde, on ne vit pas dans la forêt tous ensemble frugivores et nus. On vit dans un monde avec des contraintes et des sollicitations. Comme tu dis, ta fille est allée à Quick. Et si tu lui fais vivre cet événement dans la culpabilité, je dirais que les toxines produites dans la culpabilité sont certainement supérieures à toutes les toxines qu'elle aura pu accumuler ce jour-là. Donne-lui de bons exemples. Et le bon exemple, il commence avant tout aussi par le nôtre. C'est en étant nous-mêmes, en incarnant ce qui nous semble judicieux, que l'on pourra inspirer les autres et a fortiori les enfants. Petit exemple classique que j'ai, je mets sur la table un produit. Par exemple, je me souviens d'une fois de la noix de coco. Je mets sur la table la noix de coco. Donc l'enfant dont je parlais, regarde la noix de coco, il n'en prend pas. Il n'en prend pas, il regarde autre chose. Je prends la noix de coco, je prends une lamelle de noix de coco et je la mange et je me régale parce qu'elle était très bonne. C'était la noix de coco demi-sèche que j'avais sortie d'une coco fraîche. J'en mange une deuxième.
toujours avec réjouissance, et je le manifeste sans ostentation, mais je le manifeste. La troisième, il me l'a tendu pour que je la mange. La quatrième, la cinquième et la sixième et la dixième, il les a mangées lui-même parce qu'il avait découvert le goût. Donc c'est par notre exemple, c'est notre propre alignement, c'est notre propre joie à faire les choses qui influencera nos enfants. Et certainement pas la moralisation, certainement pas l'appel à l'autodiscipline, à la raison. J'ai été enseignant, je faisais appel à la raison et à l'autodiscipline chez mes élèves, je m'adressais à eux comme à des adultes et ça ne marchait pas. C'est pour ça que j'ai démissionné, parce que ça ne marchait pas, je n'étais pas un bon enseignant, en tout cas je n'étais pas adapté à l'époque pour les enfants. Donc l'autodiscipline pour l'enfant, ça ne marche pas, c'est même culpabilisant au possible, c'est moralisant, c'est à éviter à tout prix. Il y a des petits domaines sur lesquels il faut lâcher prise. Déjà 90% de l'alimentation qui est comme ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel pour la plupart des enfants et je pense qu'il y aura déjà rémission forte des symptômes. C'est valable pour les enfants, c'est valable pour nous-mêmes. Et je te dis, surtout si tu veux donner un bel exemple à ton enfant, ne le culpabilise pas, mais par contre, aligne-toi et inspire-le par ta propre joie à pratiquer ce type d'alimentation et de mode de vie. Et ça sera déjà le plus formidable moyen de l'éduquer. Voilà. Et alors, une autre chose, une question de Solange. D'ailleurs, Solange m'a signalé un site qui s'appelle Témoignage Vie Nature. C'est une famille crudivore avec un petit bébé qui ont pratiqué l'accouchement, l'hygiène naturelle. Ils ont un blog, je l'ai mis dans les liens et je vous encourage à aller les voir. Et donc elle me pose une question, Solange. Une chose que je voulais partager avec toi, à laquelle j'ai pensé en écoutant une de tes vidéos. Certaines personnes disent qu'elles ne peuvent pas manger cru du tout, ou pas trop, car ça irrite leur côlon intestin. D'ailleurs, certains médecins pensent ça aussi. Parce que nous sommes habitués au cuit, que ça serait mauvais pour nous, ou du moins pour certaines personnes, de manger beaucoup cru. As-tu un avis là-dessus? Bah oui, j'ai un avis là-dessus, parce que c'est quelque chose qui revient sans cesse. Là aussi, les gens disent « Oh, j'ai mangé une petite salade, ouh là là, ça m'a perturbé, j'ai eu mal aux intestins. » Bah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Attendez, l'homme est physiologiquement fait pour consommer 100% d'aliments crus, et on n'y arrive plus. Mais c'est simplement qu'on a perdu toute notre capacité digestive, tous nos enzymes, tout ce que l'on avait comme flore intestinale a disparu. Et donc, le côlon et l'intestin irritable, c'est une manifestation de la disparition de la vie, disparition qui est encore augmentée par tous les antibiotiques que l'on prend, qui sont contraires à la vie. Antibiotiques, c'est étymologique. Et donc, c'est que notre côlon est aussi en profonde inflammation et irritation due à tous les acides que nous avalons au cours de notre vie, dans notre nourriture, dû aux acides que nous produisons au travers du stress que nous vivons. Donc, cet intestin irritable, eh bien, il s'agit de le soigner et non pas d'éviter ce qui seraient les causes d'irritation qui sont en fait là pour le soigner. Parce que ce sont les fruits et les légumes qui vont alcaliniser le corps, éviter les acidités, éviter l'inflammation. Inflammation égale acidité, éviter l'inflammation et donc permettre de digérer sans irritation les fruits et les légumes qui eux-mêmes permettront de diminuer l'inflammation et ça sera un cercle vertueux. Quelque part, il y a la spirale descendante. La spirale descendante, c'est de manger des produits de plus en plus morts, de plus en plus acides, d'avoir un intestin de plus en plus irrité et irritable, de prendre des médicaments anti-acides pour permettre de ne pas avoir les intestins trop irrités. Et ça, c'est la descente vers la mort. Et puis, il y a la montée vers la vie. La montée vers la vie, eh bien, c'est guérir doucement le tube digestif en prenant des fruits et des légumes. Si les légumes sont trop durs au début, les jus verts, les jus sont exceptionnels parce que comme ça les fibres vont être absentes et donc les jus vont permettre doucement de régénérer toute la muqueuse intestinale enflammée en l'alcalinisant et en supprimant les acides. Fruits doux et mûrs en priorité, jus vert, ensuite on réintroduit les végétaux progressivement, et tout ça, ça se fait progressivement, et ça c'est la spirale vertueuse qui va faire qu'on va régénérer tout le corps. On arrête de descendre et de suppléer à tous nos manques et à toute notre dégénérescence, notre débilitation physique et psychologique par des médicaments chimiques, mais on commence à régénérer, à reprendre en main ça, et à redonner à l'individu
le potentiel vital qui lui a été donné, qui est le potentiel vital de la création. L'homme, à l'origine, était crudivore, frugivore, nu sous le soleil, et il vivait tranquillement. C'est pas une espèce de tableau de l'harmonie un petit peu naïf que je vous dresse, mais c'est simplement l'évidence même, l'évidence physiologique même. C'est bien le travail du mental, la séparation du corps et de nos besoins instinctifs par le mental, qui nous a projetés dans cette spirale délirante qu'on a observée au travers de toutes ces questions, que ce soit avec la production de viande justifiée par le recyclage des armées d'armement, que ce soit par les médecins qui vous disent de se tartiner de crème solaire qui nous empêche de synthétiser nombre de vitamines, que ce soit par toutes ces pratiques antibiotiques, à croire que nous avons des vies antibiotiques maintenant. Eh ben, ce qui est proposé ici, ce que je vous propose sans cesse, c'est plutôt d'aller vers une vie probiotique, et une démarche probiotique. En tout cas, c'était le but ce matin. J'espère que ces questions, que ces réponses vous auront apporté des éléments. Est-ce qu'on a fait long? On a fait un petit peu long, mais ça va. J'espère que ça ne sera pas en trop de parties. Je vais essayer de passer ça en 2 parties. Sinon, eh bien, je vous remercie encore pour vos questions. Je suis ravi de toutes ces interactions. On va reparler du cru, du cuit, de la viande, des légumes racines. Tout bientôt, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus, une petite grosse vidéo là-dessus, qui devrait être la prochaine, s'il n'y a pas trop de questions qui arrivent entre-temps. Je vous remercie, merci aussi. Je rappelle donc qu'il y aura une conférence à Lyon le 2 juin, dans laquelle je ferai toute une conférence l'après-midi, et puis le matin, il y a des ateliers qui sont organisés, un repas qui est organisé. Toutes les informations sur le stage, sur la page stage formation. Il y a des stages cet été, il reste encore quelques places, une formation en automne, enfin, vous voyez tout ça. Je fais mon petite annonce business, là, ça va faire rigoler tout le monde. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée selon le moment où vous regarderez. Et les 130 sont toujours en fleurs derrière moi. Regardez, il y en a d'autres là qui sont magnifiques. Hop là, gauche, droite. On me demande souvent le cri qu'on entend là. Et puis on entend d'autres cris d'oiseaux. Il y a particulièrement les huppes que l'on entend. Alors là, je n'en ai pas vu passer une ce matin. Puis alors, attraper une huppe à la caméra vidéo, c'est un petit peu difficile. Mais j'aimerais, si j'arrive à en attraper une de ces jours dans la caméra uniquement, eh bien je vous la montrerai. Les huppes sont très communes par chez moi. Et je sais que c'est assez exotique pour nombre de personnes. Alors voilà, je vais vous montrer une belle huppe. Mais donc, on me demande souvent quel cri d'oiseau, quel chant d'oiseau très particulier on entend. Eh bien, c'est la huppe. Je vous souhaite une belle journée. La huppe vous souhaite une belle journée. Et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.